Et en fait, je vais avec ce mec-là. Il a un studio. Moi, j'ai rien. J'ai une boîte à rythme, tu vois. Je fais mes petits trucs. Mais il me laisse le chant. Il me dit, va, t'as toutes les machines. Fais ta live. Et là, je commence à composer et je tape où sont passés les hommes des L5. 3 millions de ventes. Ça va? Yo les Phoenix, on se retrouve pour un nouvel épisode de Phoenix TV. Et aujourd'hui, je suis avec mon poteau Jérémy Olivier. Comment tu vas? Et toi, mon chéri? Écoute, ça va. Et alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Jay Olivier, j'ai 43 ans, bientôt 44. Je fais tellement plus jeune. Ah, t'as vu? Tu fais de 28 ans. Ouais, c'est la DHEA, ça. Je t'expliquerai. Je suis compositeur, réalisateur, ingénieur du son. Et aujourd'hui, j'ai une boîte de prod qui produit un spectacle de cabaret dans toute la France. Je crée aussi du média. Je m'occupe de comptes aussi mime. Voilà, j'ai plein d'activités. J'ai des boutiques de toys avec ma femme aussi. Je fais plein de petits business à droite à gauche. Mais à la base, je suis dans la musique. Ah, ouais, c'est cool ça. Compositeur, réalisateur. Bah, on va reprendre un petit peu, parce que comme tu nous l'as expliqué, tu fais quand même pas mal de choses. On va reprendre au début. Ouais. T'as grandi dans quel type de famille? Déjà, t'as grandi dans quel coin de la France et c'était quoi un peu l'ambiance à la maison? Alors, j'ai grandi entre la Paris et la Corse. Ah ouais? Je suis corse. Ouais, Ah, t'es corse, toi? Ouais. Ah putain, j'ai bien fait de bien le caresser dès le début, tu vois. Ouais, la Corsitude. Et ouais, donc à Paris, très problématique en termes de scolarité et tout, donc rapatriement en Corse. Ah ouais. Très problématique en Corse, donc rapatriement Okay, à Paris, tu vois. Et Paris, rectorat qui dit on sait pas où foutre votre enfant, donc je finis dans un bahut qui s'appelle le CDRS, Centre de rattrapage scolaire, avec tous les cassos du 9, 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, et tout, on est tous là. Et après, je quitte l'école, j'ai 13 ans en fait, parce que ça marche pas, 13 ans, 14 ans. Je quitte l'école, ma mère m'émancipe, enfin me met le petit papier comme quoi je trouve un taf, machin, je suis pas oisif. Et je rentre dans un studio d'enregistrement, ouais, j'ai 14 piges. Ah ouais, c'était super. Ouais, bah pas le choix. Ma mère m'a dit, ok, d'accord, mais faut te bouger l'oignon, quoi. Donc, Et pendant cette période-là, on va dire, vraiment jusqu'à tes 13 ans, t'es perdu parce que tu sais pas quoi faire, ou est-ce que tu avais déjà des rêves de trucs que tu voulais faire? En fait, je sais ce que je veux faire. Je veux faire de la musique. Je sais pas encore tout à fait quoi. Je vois le DJing à un moment donné, tu vois, tout ce qui est... mais plus hip-hop, pas les trucs qu'on voit aujourd'hui où les mecs ils mettent des trucs CD, ils mettent des USB, ils lèvent les mains. C'était vraiment des trucs avec des démonstrations, on faisait des passe-passe, c'était je sais pas si ça te parle, DMC, tout ça, les complètes de DMC, tu vois. Voilà, moi c'était vraiment mon truc, c'était démonstrateur de scratch, hip-hop, tout ça. Et je vois le truc qui commence un peu à me titiller et je me retrouve à faire c'est pas un stage parce que je passe pas par l'école, mais j'ai un plan pour travailler à nulle part ailleurs. Tu te souviens de cette émission? Ouais. Incroyable. Cette émission était incroyable. Et en fait, à nulle part ailleurs, il y a un groupe de musiciens. Donc, je me retrouve assistant, grand guillemets, assistant ingénieur du son là-bas, assistant d'assistant, tu vois. Et je vois DJ Abdel, parce qu'il y avait un groupe, tu vois. Et je vois un mec qui frotte des disques. Et je fais, c'est quoi ce truc, quoi? Moi, en fait, je veux faire ça. Et t'avais quoi, 13 ans, là? J'avais, 14 piges, là. Ah ouais, max, vraiment... 14 piges. Mais la musique, c'était déjà un truc qui te chauffait déjà J'ai depuis... une famille de musiciens. Ouais. Mon père, il est ingénieur du son. Même s'il m'a pas élevé, il a un CV, ça a pété un câble. C'est l'occasion de voir Mitch Olivier, c'est une dinguerie ce qu'il a fait lui dans le son. Ma mère, qui est artiste aussi, qui a été chanteuse et qui après s'avère, qui après devient directrice artistique chez Polygram ou Polydor, je sais plus. Bon bref, donc j'ai quand même une famille de musiciens. Ah ouais. Tu vois. Donc t'as baigné là-dedans. Ouais, un peu. Et tu savais déjà faire des instruments? Pas du tout. Je savais rien faire. Okay. Non, je suis autodidacte. Moi, j'ai jamais appris une note de musique et tout. Là, je sais pas, je dois avoir une 100 ou 150 albums sortis avec mon nom dessus en tant que compo ou quoi. J'ai jamais su ce que c'était un do, quoi. Pas grave. C'est marrant ça, parce que tu vois, ça va peut-être lever aussi des freins aux gens qui vont regarder cette ça, vidéo. faut pas se stopper là-dessus. Surtout aujourd'hui, nous on avait très peu de machines, tu vois, pour faire du MAO. Fallait avoir fait Sciences Po, pas Sciences Po, mais truc d'ingénieur, tu vois, je veux dire, t'as capté, il fallait vraiment avoir un sacré level pour commencer à mettre les doigts et à comprendre comment marche un séquenceur, un sampler. C'était le MIDI, pour composer, c'était une galère. Aujourd'hui, les gars, tu ouvres un laptop, tout est installé, t'as les plugins, t'appuies sur un bouton, ça fait des loops, tu vois, enfin... Puis même, on en parlait vite fait il y a quelques jours, tu peux faire n'importe quelle musique maintenant avec l'IA. Ça, avec l'IA, putain, la dernière fois, écoute, on essaye de trouver un peu des mélos avec ma femme pour des titres et tout, machin. Et en fait, je trouve un soft où tu rentres ton texte dedans, parce qu'on écrit quand même un peu, tu rentres le texte.
Tu dis, voilà, je veux un style, je sais pas, Billie Eilish. 10 secondes après, tu as la mélo avec ton texte et la voix de Billie Eilish. Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, pour faire ça, frère, tu mettais 6 mois, tu vois. Il fallait que tu aies l'artiste en question, tu vois. Et là, c'est comme ça. Et même au niveau des paroles, l'utilisation, par exemple, juste de ChatGPT. Ah ouais, non, ça, c'est abominable. C'est une dinguerie. Ah, mais c'est un truc de fou. Moi, je suis pas contre. Parce que je trouve qu'il y a toujours eu... c'est comme nous, le CD, on n'a connu que le CD. Puis il y a le streaming, on était le streaming. Puis au final, regarde, c'est un business, ça tourne. Mais c'est toujours cette transition qui est compliquée. Tu vois, là, c'est un peu tout azimut. C'est-à-dire, tu peux prendre des photos, les poster, dire que c'est à toi. Tu peux prendre une compo, enfin, pomper une compo avec un soft comme ça et dire que c'est à toi. La créativité, elle est où? Ouais, mais pour l'instant, c'est pas régulé, c'est le bordel, quoi. Et je suis pas sûr que ça soit régulable, en fait. Je sais pas à quel point ça peut l'être. Parce que, quoi, il faut des ordinateurs qui détectent le fait que t'es allé pomper un truc sur, qui a été généré. Hein, ça existe déjà. Hein. En musique? En musique, je sais pas, mais ça existe dans d'autres domaines. Mais t'as vu que maintenant, j'ai vu sur ChatGPT 4, carrément, il peut te détecter, voir si ça t'a généré un texte. Tu peux prendre le texte, le mettre sur ChatGPT 4 et voir si ça a déjà été généré par ChatGPT 4. Ah ouais. Et maintenant, il y a un espèce de truc qui fait, genre, tu peux pas être grillé même si tu as généré un texte sur ChatGPT 4. Donc, je sais pas trop comment ils vont gérer ces bails-là, moi. Non, ça va être... T'es plus calé que moi là-dessus. Ça va être compliqué parce que tu peux... Si tu l'utilises très bien, l'IA, franchement, c'est quasiment... tu peux lui dire de le faire tellement de manière humaine que c'est chaud. Hein, c'est ouf, hein. C'est vraiment mais chaud. même toi qui me parlais d'automatisation et trucs de machin, moi je rame là-dessus, hein, je te le dis. Je sais qu'on peut faire des milliards de trucs. Je vois même des gens faire des discussions sur WhatsApp avec des bots, des machins. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je veux dire, t'as un service client, c'est même plus un mec que t'as derrière. Ah non, mais avec des bots et des tunnels... C'est ouf. C'est génial pour le business, je trouve ça ouf. Moi, j'aime l'évolution, j'aime le truc, mais si tu veux, j'aime bien aussi le truc simple, quoi. Tu vois, le truc où tu peux parler à quelqu'un, quoi. Mais ça, on va y revenir parce que les gens, au bout d'un moment, tu vois, on le voit au niveau des business. Mais là, c'est vrai qu'on s'éloigne un peu du sujet. Là, ça va partir un peu en loin. Mais juste une petite parenthèse là-dessus. Les gens veulent revoir de l'humain parce qu'en fait, il y a tout qui est automatisé et les gens, ils veulent réavoir du contact humain. Regarde, un bête truc. Une parenthèse vite fait. Là, je change 2 volets chez moi. Je vais sur le service client, je parle à un bot. Le mec, il parle, il essaie de me donner un rendez-vous, il comprend pas ce que je suis en train de lui dire. Du coup, il faut que... Donc, j'ai passé 20 minutes avec ce truc-là à parler, à échanger, et je vois que le truc, il entre en ramerie, tu vois. Donc, j'appelle une meuf qui me dit, ouais, mais parlez avec le chat. Mais non, j'ai pas envie, j'étais au téléphone, meuf, vas-y, explique-moi ce que je peux faire, voilà. C'est relou, ça. Passe-moi à quelqu'un, quoi. Ouais. Mais on va y revenir, ça, parce que au bout d'un moment, les gens, tu sais, les humains, ça reste une espèce grégaire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'autres humains. Et je pense que... il y aura une certaine limite à ça. Et les business qui vont retourner dans l'humain, ça va être intéressant. Nous, je vois dans la formation, les gens, ils ont besoin de coaching, ils ont besoin de parler à des humains, ils veulent pas que des trucs en vidéo, il faut de l'accompagnement. C'est rassurant, quoi, à un moment donné, de voir l'humain, de voir les yeux, quoi. Moi, j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai besoin de voir les yeux des gens, quoi. Savoir où est-ce que je mets mes ronds, où est-ce que je mets mon cœur, où est-ce que je mets mes sentiments, mes intentions. C'est ça. Tu peux pas faire ça. Bon, on revient un petit peu. Cette petite parenthèse. À nos moutons. Donc, on revient à 14. 14 ans, t'as ton stage. Tu vois donc ça. Je vois Abdel, je le vois frotter des scuds. Et là ça te confirme. Mais là, je dis, c'est ça que je veux faire. Ouais. Je veux frotter des disques, moi. Je veux ça. Et en fait, le mec, donc j'ai 14 piges. Et le jour de mes 15 ans, parce que le mec, le pauvre Abdel, si tu me vois, je suis désolé, j'étais pourri la vie quand j'étais petit. Mais quand même, le mec m'offre une console de mix pour scratcher. Ma première technique, c'était une MK2. Non, c'est 1200, bon, on s'en fout. Et il me la donne, parce qu'il avait un autre sponsor qui était Gemini. Bon, bref, il reçoit une console et il me prend la console et il me dit, tiens, mec, je vois ça, je dis, c'est bon, c'est démarré, ma vie est là, quoi. Ouais. Et là, je m'enferme chez moi pendant 1 an. Et je frotte des disques. Je me souviens, ma mère, elle ouvrait la porte, elle envoyait les plateaux repas, elle refermait la porte. Elle m'adressait même plus la porte. Ah ouais, elle savait. Là-bas, elle ouvrait la porte, elle faisait waouh. Ouais. Il y avait l'odeur aussi de l'animal. Puis ça m'énervait à l'époque et tout. Enfin bref, laisse tomber. Donc je m'enferme là-dedans, je commence à... Voilà, elle sait que je fais des trucs, elle sait pas trop quoi, mais bon. Et au final, je rentre dans un groupe de rap en tant que DJ, qui à l'époque, je crois que c'était Activiste, si je dis pas de bêtises, c'était avant la caution, avant tout ça. Et il s'avère que Activiste était signé chez Universal, où ma mère bossait. C'était pas Universal, c'était Polygram encore. Où ma mère bossait. Mais moi, je ne disais pas ce que je faisais. Je disais, mais il y a 15 piges, je ne disais pas à quelle heure il est à ma mère. Je dis juste, je rentre à telle heure parce qu'elle, sinon, elle saigne du nez si elle ne me voit pas rentrer avant minuit, tu vois, c'est normal. Et il y a un mec qui descend au studio, qui regarde, machin, et voit, je fais ma session de scratch sur l'album de Méga, tac, 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 et tout. Et il remonte, et lui était en train de faire un album, ça s'appelait, je crois, Unity, ou je sais plus ce que c'était comme truc. Et il dit, il y a un mec en bas, là, il y a un petit gamin,
Puis j'avais les dents en or, la casquette sur le côté, j'avais tout le c'était n'importe quoi. Je revenais de New York en plus, c'était fou. Et il dit, il y a un petit mec en bas là, il frotte des scuds, c'est n'importe quoi, il est trop fort, nanana. Faut que tu ailles voir, je veux ce DJ sur scène, je veux ce DJ sur scène et tout. Ouais. Elle dit, mais quel DJ, il n'y a pas de séance. Elle regarde sur le planning du studio, elle dit, mais il n'y a pas de séance en bas et tout. Et vu que c'était pas le même planning, puisque c'était pour un autre label qu'on était là, elle dit, bon, vas-y, je descends. Je vais voir, je vois ma mère, j'y suis fait là. C'est toi qui suis fait là. Il y a un mec qui te réclame là maintenant, qui veut te prendre dans son groupe de rap parce qu'il t'a vu. Donc ma mère, elle voit le que truc, est en train de se mettre, que les gens disent ouais, mais le petit il a du talent, faut commencer à go up, tu vois, à voir ce qu'on peut faire. Et moi, ma mère, no question, tu vois, c'est genre tu te démerdes. Raison, moi de toute façon, puis je viens du rap, il était hors de question qu'on vienne dire ouais, mais t'as été pistonné par ta daronne. Et en plus avec le daron que j'ai, qui a fait tout le rap français de 90 à 2010, tout le rap français c'est lui, tu vois. Donc je peux pas, c'est impossible. Pour le statut, c'est pas possible. Tu peux pas dire que tu viens d'un tel ou un tel. Et après, ça go up. Je commence à aller dans un groupe, puis dans un autre. Puis je me retrouve après avec La Caution qui fait la tournée d'Assassin. Je me retrouve avec Naja, qui était un ami d'enfance aussi, qui avait besoin d'un DJ. Et au final, je me retrouve avec BOSS, Joey Star. Ah ouais. Mais tout ça, je suis comme ça. Et moi, pour moi, c'est des darons, ces gens-là. Donc voilà, tout ça, c'est mon évolution de DJ. Et puis après arrive la prod. Où là, les mecs, dans La Caution ou dans Activist, dans les groupes où j'étais, ils me disent tu veux pas faire des beats, faire des prods et tout? Ouais. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que c'est la même chose. La même chose. Les beats, avant on disait beatmaker, parce qu'en fait, je sais pas, c'était un principe à la new-yorkaise, c'est-à-dire que vu que tu avais une petite MPC, que tu avais une drum machine, donc un beatmaking, tu vois, on appelle ça un beatmaker. Mais en vrai, on était des producteurs déjà. Ouais, okay. C'est-à-dire on était déjà arrangeurs, producteurs. En plus, on n'avait pas les moyens de se payer des ingénieurs du son pour mixer nos albums et tout. Donc on devait tout faire nous, quoi. Ok. Donc après, la différence entre le moment où tu fais vraiment DJ et après producteur, c'est quoi un peu l'évolution du taf à l'époque, c'était ça. C'était de fait. Quand tu étais DJ, producteur, DJ, compositeur, beatmaker, quand tu étais DJ, je veux dire, tu devenais de fait beatmaker. Parce que tu avais tout le principe du sampling et tout machin qui te permettait en fait de faire des boucles et de travailler, tu vois, d'être inspiré par ce que tu joues déjà. Et de fait, tu devenais beatmaker. Quand tu étais dans le hip-hop et que tu faisais pas tous le sont devenus, mais la majeure partie, ouais. Ils sont tous devenus beatmakers derrière. Et là, entre la phase du début, vraiment où tu commences ça, et la phase où tu commences déjà avec des gros noms, ça prend combien de temps? Franchement, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça prend 2 ans, en fait. 2 ans? Ouais. En fait, j'ai un bol monstrueux. C'est méga rapide, 2 ans. Ouais, méga rapide. En fait, je fais mon premier disque de diamant, j'ai 18 ans. Oh, mais non. Ouais, diamant. Et pas diamant de là où tu vends 30 000. Hein. Moi, je te parle de 3 millions d'albums derrière. Putain, c'est ouf. C'est un gros dossier. Ah ouais. C'est un gros dossier. Et en fait, il y a pareil, il y a un mec qui m'appelle, il me dit ouais, j'ai besoin de. C'est un mec qui faisait que les hits d'été. C'est son taf. Ça, il s'appelait Régis. C'est un mec qui faisait que des beats d'été, des trucs Carnavalera, tout ça, des trucs qui ça fonctionne que l'été. Lui, il fait un gros yébi. L'année locale, tu vois, et vraiment. Bon projet. Il me dit, ouais, j'ai besoin de scratch et tout, là. Je viens, je fais des trucs. Il me dit, ouais, j'ai un appel d'offres pour un groupe, il me cite quoi comme nom? Pussycat Doll, français. Je dis, putain, vous êtes enthousiastes, les gars, Pussycat Doll français. J'espère que ça chante un peu, parce que là-bas, ça envoie du bois, tu vois. Ouais, c'est clair. Ok, il me dit, ouais, c'est un télécrochet, machin, il va y avoir un truc avec de la téloche et tout. Bon, je me pose pas de questions. Et on me dit, faut faire des titres un peu Christina Aguilera, Pussycat Doll et Britney Spears. Ok. Donc, je commence à taper des trucs. T'imagines que c'est pas du tout ma sauce à la base. Je fais des trucs sales, gras, dégueulasses. Enfin, hip-hop bien underground, tu vois. Et je dis, tu sais quoi, j'essaye. Et en fait, je vais avec ce mec-là. Il a un studio. Moi, j'ai rien. J'ai une boîte à rythme, tu vois. Je fais mes petits trucs. Mais il me laisse le champ. Il me dit, va, t'as toutes les machines. Fais ta live. Et là, je commence à composer et je tape où sont passés les hommes des L5. 3 millions de ventes. Ça va? Voilà. Et du coup, je connais le 5, je vois pas le morceau. Non, mais moi non plus. Moi, je vais pas te le chanter. Ah, tu vas le chanter, non, vas-y. Merci. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que coup de bol monstrueux, on me laisse un peu faire. On me demande pas l'heure, on me dit juste, voilà, en termes musical, l'ambiance. Mais on me dit pas, ouais, c'est maintenant, c'est tout de suite. On me laisse libre. Ah ouais. Libre. Et là, je fais, je crois, j'en claque 2 sur l'album. Et c'est la plus grosse vente des 20 dernières années sur les télécrochets, les conneries comme ça. Et après, j'enchaîne. Bon, après, on m'a mis un peu dans des bails, ça m'a un peu saoulé parce que, enfin, je vais pas me plaindre parce que j'ai pris des sous grâce à ça, mais on me faisait tous les plans Star Academy, les réalisations d'albums, tout ça, ça me gonflait. En plus, il fallait les faire pour hier, tu vois. Donc, on venait me voir le lundi, on me disait, il fallait que ça soit fait dimanche. Ouais, mais il y a 12 titres à enregistrer, il y a la compo, il y a la réal, le mix, tu vois. Enfin, et je faisais ça à la chaîne. Du coup, on en reviendra après, mais c'est ce qui m'a, à la fin,
dégoûté totalement de la prod, en fait. On m'a tué ma créativité parce qu'on me demandait de faire la machine, la machinerie du truc. M'a broyé. Et du coup, les L5, c'était à quel âge, là? J'ai 18 piges, là. Ah ouais, donc c'est vraiment j'ai continuité, quoi. Putain, 3 ans, allez. 3 ans. Je dis 14, 15, je suis en tournée, je tourne 15, 16, je suis derrière des groupes hip-hop. 17, je commence à travailler. 18, le truc, il claque. Voilà. Et on en parlait hier. Comment tu fais pour réussir à t'imposer aussi jeune dans ce milieu-là? Ça a été dur. Et je suis passé par plein de trucs comme je te disais, là, pour le coup, tu as un complexe d'infériorité. Que tu le veuilles ou pas. C'est-à-dire que même si tu sais ce que tu es, ce que tu vaux, tu es tellement confronté à des gens qui sont beaucoup plus vieux que toi, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé pas de te rabaisser, mais de te dire, est-ce que tu es vraiment légitime? Tu vois? Le syndrome de l'imposteur ou pas? Ouais, alors ça, je l'ai compris plus tard, que j'étais dans cette truc-là, mais ouais, enfin, je dirais pas de l'imposteur, mais je dirais, c'est Jung qui te parlait des masques. Je pense que j'avais un masque que j'ai bien tenu, franchement, de mec un peu virulent. Tu vois, j'essayais d'en imposer, mais à la fois, j'essayais d'être très drôle, montrer une phase où je voulais être aimé, quoi, tu vois, vraiment. Et par les mecs avec qui je traînais, qui étaient des grosses Kaira à l'époque, parce que hip-hop, et de l'autre côté, les maisons de disques, où, excusez-moi du terme, fallait lécher des couilles pour être, je sais pas si on a le droit de dire ça. Voilà, pour être dans le top 10 des gens qu'on allait appeler en appel d'offres quand t'es dans une major. Parce que j'ai signé dans une major à un moment donné, parce que quand Universal, ils ont vu que je rentrais des 3 millions de ventes, ils se sont dit, lui, on va le prendre. Mais voilà, à ce moment-là, il fallait que je puisse avoir du taf. C'est-à-dire que Universal devient mon éditeur. Et à chaque fois qu'ils ont un projet d'un artiste ou quoi, bah, ils appellent leur top 4, 5, 6 max des gens. Si t'es pas dedans, bah, tu restes dans un tiroir, t'as été signé pour 50 000 balles et tu travailles pas. Ouais. Voilà. C'est comme dans tous les domaines. Hein. C'est le réseau, c'est le fait de... C'est ça, sauf que moi, je viens pas ni de ce monde-là. J'ai pas l'âge d'aller me mettre... tu vois. Voilà, je fais pas ça, moi. Moi, il était hors de question que j'aille au... C'était où ils allaient? Pas au cave, je sais plus, un truc à Paris, là où ils se retrouvaient tous, ils se mettaient des races là-dedans. Moi, je peux pas, moi. C'est pas mon truc. Donc, je fais pas partie du réseau. Donc, compliqué. Donc, je retourne un peu dans le peura, je refais des prods à droite à gauche, et on y reviendra après. Mais après, je pars en Belgique. Après l'L5, je me casse en Belgique, pour diverses raisons, mais je m'en vais. J'ouvre une boîte là-bas et je cartonne. Problème sentimental, machin, je prends mes affaires, je me barre en Belgique. Le mec qui avait... aussi grosse réussite, Ophélie Winter, G-Squad, tous les trucs merguez, mais qui ont marché, qui ont fait des milliards, Fred Fréquin, il s'appelait. Qui est là-bas, qui a un studio qui s'appelle GSP. Tout ce qui sort en mainstream, R&B, pop, France, c'est lui qui les fait, avec un mec qui s'appelle Guy Waku. Gros talent. Mec incroyable. Et je vais le voir en Belgique, il me dit, ouais, j'arrête la musique. Je dis, toi, t'arrêtes la musique? Si toi, t'arrêtes, moi, j'arrête. Hein. Je t'explique. Parce que toi, avec le talent que t'as pas le droit d'arrêter. Ouais, mais non, j'arrête. Et puis, j'arrive à le motiver un peu. Moi, j'ai la tête au fond du derche et j'ai besoin d'être aussi remotivé par une envie profonde de composer, de machin, de trucs. Mais j'ai plus de moyens. J'ai plus rien. Je t'ai dit, je suis parti avec ma voiture et un sac. Parce que ma gonzesse me sépare de ma meuf et tout. Bon, bref. Et je vois là-dedans une échappatoire de ouf, quoi. Parce que je me dis, si lui, il a la tête dans le cul, moi, j'ai la tête dans le cul et qu'on se relève, on est inarrêtable. Là, c'est 2 bulldozers. Donc, lui qui est un monstre, je suis inarrêtable. Et il me dit, vas-y, on essaye. 2e album de L5, on fait des titres ensemble, ça cartonne. OK. Ensuite, on fait Pop Idol là-bas, donc l'équivalent de Popstar là-bas, ça cartonne. Ensuite, je me retrouve à faire l'album du finaliste de Pop Idol en Belgique. Je fais l'album. Sur tous les albums, en fait, je fais les mélodies dessus. Donc, il y a ma voix. Avant que lui réécrive un texte, moi, je fais là, tu vois. Et sur un titre, je fais un rap. Parce que je me dis, putain, ça serait bien que là, il y a un rappeur. Belge, francophone, ou flamand, on s'en fout, mais un truc, parce que lui est flamand. Et donc, j'écris un truc en français, parce que j'ai envie de me creuser le cul 2 minutes en me disant, voilà, je vais pas faire une maquette pourrie, j'ai envie d'écrire un vrai truc. Et là, le mec, il me dit, mais Jean-Max, je dois représenter la Belgique à l'Eurovision, je veux ce titre-là, et je veux que tu sois là. Je me retrouve un espèce de télécrochet là-bas, genre Starac, mais sans château, où toutes les semaines, on arrive avec un track, enfin, ce track en l'occurrence. Après, on a écrit le track en fonction du respect parce qu'ils ont quand même des gros bails là-bas, entre la Wallonie, la Flandre, c'est un bordel. Donc là, on était en train de dire, voilà, le gars flamand et le francophone, on s'aime, on veut rallier les peuples, machin, c'était très chouette. Donc, il y avait un message en plus derrière. Et le truc marche, putain de merde. Donc, première semaine, on passe, 2e semaine, et on va jusqu'en finale. Donc, je me retrouve, moi, petit français en Flandre, parce que c'est pur flamand là-bas, hein, c'est pas français. Même en anglais, ils veulent pas te parler, tu vois. Je me retrouve là-bas à être au mic, je suis pas du tout rappeur. Pas du tout rappeur. Au mic, en train de représenter la Belgique
devant, je sais pas, il y a X milliers de personnes tous les soirs, tu vois, qui y a une espèce de quotidienne et tout, machin. Donc, je prends du power là-bas. C'est ouf. Et je m'éclate. Mais c'est pas mon truc. Je veux pas être devant, ça me gonfle, en fait. Donc, je repars en prod, je refais des prods. Là-bas, je rencontre Timbaland, Montel Jordan, Dante Thomas, Lou Midi, que des artistes qu'un mec de Belgique nous ramenait. Parce que tous ces artistes marchouillaient aux États-Unis, marchaient beaucoup en Europe. Mais aux États-Unis, c'était plus ça. Ah ouais. Donc, ils nous ramenaient tous ces gens-là, nous on faisait les prods et on les sortait en Europe. Et ça cartonnait. C'est charmé. Là, on s'est éclaté. Là, vraiment, on s'est éclaté toutes ces années-là. Jusqu'au jour où tu te retrouves que ton gars, il est parti avec la caisse, quoi. Oh, putain. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas eu d'échecs musicaux au niveau du travail, mais avec les gens, je me suis planté. C'est au bout de combien d'années, du coup? 3 ans. 3 ans? 3 ans, comme ça. 3 ans comme ça. Mais frère, hein, genre, on s'est relevé, lui, il était au fond du gouffre, sa meuf le cheat, son gamin malade, enfin, toutes les galères de la terre. Et on est là, et on va au taf. Et attends, je t'en raconte une. Forêt nationale, tu vois où il est la salle de spectacle? On s'en fout. Quartier Forêt. Le studio dans lequel on bosse, à la base, il y a un petit ordi, 2 enceintes, une guitare, that's all, tu vois. Et puis, bon, moindre centime qu'on prend, on réinjecte. Une batterie, une console, machin, truc. Le studio, sans te mentir, 3 jours après cette histoire que je vais te raconter, il est fini, c'est bon. On a terminé notre studio, on a mis tout notre oseille là-dedans, et en fait, on a mis 2 ans de notre vie là-dedans, et c'est maintenant où on va starter vénère. Alors qu'on a bien starté vénère. On finit l'album Starac 3, France. Il est, je sais pas, à 5h du mat, on est éclaté. On se dit, bon, il reste 2-3 petites retouches. Prends les disques durs, on va les faire à la maison, les petites retouches. Parce qu'à la maison, j'avais juste un petit laptop pour faire une retouche, ça suffit, tu vois. Ok. On rentre à la maison, je sais pas, il est 6h. À midi, je me lève. Je me dis, putain, j'ai oublié un câble. Bref. Et je vais au studio vide. Mais non. On m'a vidé le studio, frère. Vide. Ils m'ont même tapé. Dans le mur, il y avait un tissu tendu et il y avait l'interphone derrière le tissu. Parce que le mec avait tiré le tissu, ce con, il avait tiré le tissu sans faire le trou, tu vois. Donc, il fallait que j'appuie sur le tissu pour ouvrir la porte en bas, tu vois. Bon, bref. Ils sont allés m'ouvrir le truc. Donc, ils savaient qu'il y avait l'interphone pour aller voler l'interphone. Mais non. Je te jure, sur la tête de ma fille que c'est vrai. Des cinch, je sais pas si ça te parle. C'est sur des consoles, en fait. T'as des espèces de racks où tu mets des câbles dedans, plein de câbles. T'as dû voir ça. Sur les photos, bon. Ça, le cinch, c'est 10 balles. Donc, le câble, c'est 10 balles. Et la boîte à cinch, bon, ça vaut une tonne. Ils m'ont découpé ça à la disqueuse, frère. Ils m'ont tout pris. Et à la limite, comme ils disent, Marlèche, si je laisse les disques durs, là, ce jour-là, alors que je dois rendre l'album Starac le lendemain, là, il y a 18 titres prêts, mixés, masterisés. Je suis mort. C'est fini. Ma carrière, elle est nif. Et là, heureusement, j'avais pris les disques durs pour faire les retouches chez moi. Dans mon malheur, j'ai eu un petit bonheur qui m'a sauvé la life, qui m'a permis de encaisser les thunes de Starac et de remettre tous les thunes de Starac pour me recréer un studio. Et tu sais pourquoi il a fait ça ou pas? C'est pas mon assos qui a fait ça, hein. C'est un mec lambda. Je sais pas, non, on a fait un parallèle, pardon. Parce que quand on a fait un rebondissement dans le futur, un rebond. Non, ça, ce mec-là est après parti avec la caisse en me disant, ouais, parce qu'en fait, ça aussi, putain, mais frère, on peut y passer la nuit, là. J'ai des histoires, j'en ai des caisses. Parce que la petite parenthèse, j'avais pas compris. Moi, je pensais que c'était ton ancien associé qui s'était barré avec le studio et tout ça. Non, c'est quand avec mon associé, on se remonte et que ça commence à marcher et qu'on voit un peu le bout du tunnel, qui nous arrive cette tuile-là. Et là, la tuile, c'est plus une tuile. C'est une zombie qui tombe sur la gueule. C'est tout le toit, là. Je fais quoi avec ça? Tu vois, je suis censé faire quoi avec ça? Et là, en fait, ouais, bon, on se relève, machin, on repart. C'est là où je te dis, j'ai heureusement les plans d'un gars qui s'appelait Pierre qui nous ramenait des plans et tout. On pouvait bosser avec les caries. Donc, il y avait un peu de budget et tout, machin truc. Et on a réinjecté tout, quoi. Mais pareil, il y avait des gars qui s'appelaient les Bionics à l'époque qui composaient pour Pokora. Même Stromae, il allait bosser là-bas et tout. Donc, on louait leur studio. On leur louait à la journée le studio. J'avais honte, putain. J'avais honte. Je te jure, j'avais l'impression d'être arrivé à un stade, tu vois. Non, tu retournes là-dessous, là. D'ailleurs, t'es comment au niveau mentalement là quand tu t'arrives? Je suis au bout de ma vie. T'arrives au studio, il n'y a plus rien. Je suis à une bouteille de vodka pomme tous les jours. Je te jure, je vais pas te mentir. Ah ouais, je suis. En plus, je venais d'arrêter de fumer depuis 2 ans. Donc, il fallait que je trouve un truc, tu vois, pour.
Ah non, je suis parti dans des bails. Et tu me connais, t'as lourd le sport. Je suis à fond, je boxais quasiment tous les jours là-bas. J'ai fait 15 ans de boxe, tous les jours sans m'arrêter. Amateur, hein, pas du tout en professionnel. Mais le sport, c'était ma life. Mais là, j'avais besoin d'un truc qui me pilonne la tête pour me mettre devant l'ordi parce que je me suis retrouvé devant le iMac, tu sais, avec le fond bleu, là, tout dégueulasse. Tu vois ce iMac là, rond là? J'avais ce iMac là, un petit clavier maître et des écouteurs. C'est tout. Il fallait que je refasse des prods là-dessus, quoi. J'avais plus rien. Et vas-y. Voilà. T'as mis combien de temps avant de repartir? Parce que là t'étais dans le trou. Mentalement, tu veux dire, ou vraiment je me suis mis... rebondir. Honnêtement, ça aussi, ça a mis 5 minutes. Ah ouais, t'as réussi à switcher en disant t'as pas... Parce que l'âge, tu vois, tu dis quoi? T'as quel âge à ce moment-là? 21, 22. 21, 22, ouais, c'est ça. L'âge, j'en ai rien à carrer. Il n'y a rien qui m'arrête. Mais pas par ce qu'on disait au téléphone, pas par mindset, par truc, never give up. Non, juste dire, je suis persuadé que je dois réussir. C'est pas genre, je me persuade, je suis persuadé, c'est écrit. Il n'y a pas d'histoire, je dois y aller. Maintenant, on va se dire que bah voilà, c'est étape 1, après il y a eu étape 2, étape 3, et puis tu as des galères sur ton chemin, c'est pas grave. Ok. Ah, c'est fort ça. Parce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme on dit quand tu fais les arrêts au stand, quoi. Tu t'arrêtes, tu as une galère, tu changes les pneus, hop, tu repars. Voilà, ça, j'ai jamais eu de truc où j'étais au fond du cul, tu sais, à plus savoir comment je m'appelle. Non. J'ai jamais eu ça. Comment on va faire demain? Rien à foutre, tu vois. Ouais. On va se lever, puis on va y aller, puis on va manger des cailloux. J'ai mangé du pain à l'huile d'olive avec de l'ail pendant des semaines entières. Et quoi? Ouais. Et quoi? Bah, c'est quand même une force mentale, tu vois. Les gens qui vont regarder, c'est une force mentale que tout le monde n'a pas non plus. Ouais, mais si tu te poses trop de questions, déjà, ta force mentale, tu coupes l'herbe sous le pied. Ne te pose pas de questions. La vie est une grande timpe, mais elle fait des cadeaux. Ouais. C'est tout. Donc, où tu dis la vie est une grande tape, elle fait des cadeaux, ou la vie fait des cadeaux, mais aussi ça peut être une grande tape. Dans les deux cas, faut juste que tu te dises que c'est ton chemin, frère. Ouais. C'est pas grave les galères que tu vas avoir tant que tu as la santé. Voilà, le seul truc que je dis, c'est la santé. Parce que moi, j'ai eu des galères de santé. À un moment donné, tu peux te lever à te dire ouais, je vais. Non. Ouais, non mais... Tu restes là, tu bouges pas. Tu vois? C'est le pilier le plus important. Hein, Moi, je dis souvent, il y a 4 piliers. Tu as le pilier de la santé, ce que tu me disais, famille, business, spiritualité. Spirit, ouais. Tu vois? Mais la santé, il drive tous les 3 autres. Ah ouais, de ouf. Si t'es pas en forme, tu peux pas t'occuper de ta famille, tu peux pas faire de business et spiritualité, laisse tomber. C'est le maillon start. Santé, tu vois. Et ça, les gens, on l'oublie souvent. C'est le primordial, c'est celui-là. Ah, je pense que c'est... Honnêtement, maintenant, à mon âge, je fais de larron. Et honnêtement, c'est le sport, la santé, la bouffe. Tu vois, ces 3 trucs-là, pour moi, c'est la base. Vraiment. Si tu manges bien, tu dors comme il faut et tu fais du sport... Déjà, normalement, ta tête, elle est à peu près OK pour faire dérouler ce que tu as à dérouler, tu vois. Si tu vas, que t'es pas bien, t'es malade, ça fume comme un pompier, t'es fonce-dé tous les samedis soirs, t'as du mal à te remettre le dimanche et lundi, t'es pas d'équerre pour aller... Tu vois, enfin, tu te crées des espèces de boulets qui sont pas nécessaires au truc. Mais tu vois, les mecs qui ont des énormes réussites, c'est vraiment des mecs qui ont des game changers. Elon Musk... Jeff Bezos, c'est assez drôle parce que avant il était assez bof. Maintenant, depuis qu'il sont tous sexy, hein. Il s'est fait lourder par sa meuf et le mec il est devenu bodybuilder. Ah bah ouais, forcément. Tu sais, c'est des mecs quand même. Mais alors, à cette échelle, je sais pas, mais moi je vois les mecs autour de moi qui ont des belles réussites. Ils ont souvent une hygiène de vie quand même clean, tu vois. Je connais pas des mecs défoncés qui font des grandes choses. T'es honnête avec moi là, 2 secondes? Ouais, franchement. Ils l'ont depuis pas longtemps l'hygiène de vie qui va bien. C'est pas des gens qui ont eu des hygiènes de vie. Ouais, mais je parle moi des mecs autour de moi. Je parle pas des mecs. Moi, je connais pas Elon Musk, tu vois. Mais toi, t'es entouré de gens bien. Je veux dire, enfin, des gens comme nous. Après, ouais, mais après, de toute façon, tu vas avec les gens qui te ressemblent. C'est ça. Parce que tu disais tout à l'heure, quand t'étais un peu plus jeune, tu vas chez Universal ou Polygram, Polydor, on sait plus. Enfin bref. Les mecs, s'ils sont pas dans ton mindset en mode ça prend de la drogue, ça sort et tout, et que toi, t'y es pas. Bah, ça va pas coller, quoi. Ouais. Et après, je pense que t'es un peu comme moi. Tu vas pas t'adapter en disant. Je te dis pas, j'ai pas appris, j'ai pas fait. Bien sûr, j'ai pris, j'ai fait, mais pas à faire ça. Ouais. Si tu veux, c'était dans le divertissement moins. C'est-à-dire que j'allais pas en soirée parce que j'y passais ma vie, je mixais. Enfin, quand j'étais au départ, après, dans la deuxième partie de ma vie, j'ai repris les platines avec ma femme et tout. Quand on partait en club et tout, on a vidé les clubs de France. Donc, si tu veux, moi, je pouvais plus. Enfin, t'arrives à... comment il s'appelle Bob Sinclair qui disait, moi, j'ai jamais bu une goutte d'alcool en club. Sinon, tu peux pas bosser. Bah non. C'est pas possible. Et là, c'est pareil. Et toutes les autres drogues. En tant qu'artiste, tu peux pas, en vrai. Tu peux pas. Quand on dit, ouais, les artistes, vous défoncez la gueule. Ouais, les petits quand t'as 20 piges. Mais les mecs qui ont 30, 35 ans, ils peuvent pas.
Ils peuvent pas. Me dis pas que c'est une source d'inspiration. C'est pas vrai. Si, 2 minutes, tu vas écrire une connerie, puis le lendemain, t'écoutes, tu dis, c'est de la merde, j'ai écrit ça, moi. Mais combien de fois ça m'est arrivé à moi? Je dis, ouais, je fais un banger. Le lendemain, t'allumes la console, tu dis, c'est moi qui ai fait cette bouse. Ça marche pas, ça. Ouais. Ça marche pas. Ok. On revient un petit peu sur l'histoire. Donc, première galère. Ouais. Donc, ensuite, vous remontez le truc. Ça enchaîne tout de suite ou ça repart? Non, ça repart vite parce qu'on a 2-3 plans en fait qui tombent aussi, tu vois, l'univers, qui tombent aussi à point nommé. Astrid, qui est la meuf du mec pour qui j'ai fait l'album Pop Idol en Belgique, elle veut faire un album, ça fonctionne. Donc voilà, on repart sur 2-3 petits trucs. Ça sert à rien que je te cite les noms parce que c'est des trucs de là-bas. Il y a un genre de 50 Cent, je sais plus son nom, de belge aussi, qui anglophone, qui cartonnait là-bas. Pareil, on le fait une petite prod, ça cartonne. Plein de petits trucs qui font qu'on est encore en place, mais c'est pas assez. Ouais. C'est pas assez. Donc là, ça descend. Là, ça galère un peu. Là, ça galère un peu. Et le truc, c'est que lui est de Las Palmas, rien à voir. Et que moi, donc je te dis, j'ai des petits problèmes avec la justice et les impôts, les conneries, tout ça. Encore une fois, pas de mon fait, mais de par les petits soucis. Et du coup, ce que je suis obligé de faire pour pouvoir, entre guillemets, rentrer l'oseille que je prends en France, c'est de les mettre sur son compte, lui, qui est à Las Palmas. Donc, en fait, si tu veux, l'entité Shoot the Light, ça s'appelait Shoot the Light, notre boîte, c'est lui, le gérant. Moi, je suis même pas dans les bails. OK ? Donc, lui me rétrocède. Ouais. Ah, mais c'est mon frère. Moi, je marche au cœur, frère. Moi, si tu me dis, je sais que tout le monde va me dire, ah, pauvre con. Non. Moi, j'ai eu besoin de ça dans ma vie, de me dire que l'humain, il était sacré, quoi, tu vois. Qu'il n'y avait pas ce genre de bail. Surtout sur des gens qui venaient de manger des rochers ensemble. Donc, je fais pas attention. Et il me dit, ouais, on va mettre 100 000 ou 200 000 balles à Las Palmas dans un projet IMO, tu vois. Pour ça, je t'ai dit, moi, les projets IMO, fous-moi la paix, tu vois. Et il me dit, ouais, on va mettre 200 000 balles dans un projet IMO. Ouais. Ah ouais, j'ai un passif de fou là-dessus. Ah ouais. Et ok, vas-y, mets 200 000, nanana. Donc, je vois... j'ai pas le nez sur les comptes et tout, je le laisse faire la compta, je laisse payer les impôts, tout ça, machin. Et un jour, il vient me voir. Et il me dit, il n'y a plus rien dans la caisse. Il n'y a plus rien dans la caisse. Je dis, mais on vient de lâcher, je sais pas combien de milliers d'albums, là, c'est quoi le problème? Non, mais parce que saisie, parce que impôts, parce que il me raconte ce qu'il veut. Puis c'est à Las Palmas, les impôts. Je sais pas lire l'espagnol. Et en plus, les feuilles d'impôts, quand je les reçois, je suis du nez. Donc, tu veux, je te les lâche. Je veux pas le voir, ça. Je te fais conf. Et puis c'est ta partie, quoi. Ah, il n'y a plus rien. OK? On vient d'acheter une Porsche, on vient d'acheter un Cayman. Enfin, ça va. Tu me dis qu'il n'y a plus... Enfin, là, on va vendre ça, et puis on va... Ah non, mais ça, c'est en leasing. Ah bon? Ma caisse, elle est en leasing. Ah bah oui, je t'ai dit de m'acheter une caisse. Je t'ai pas dit de me faire un leasing. C'est ma voiture, que je puisse l'avoir là. Si j'ai un problème, je la vends et je fais du cash. Enfin, tu sais, des petits trucs de grand-père, hein, à la base. Non, il n'y a plus rien. Ah, il n'y a plus rien. OK. Donc, le mec se met à me ghoster, il me parle plus. C'est mon frère. Ah ouais, carrément. Plus. Le pire, il habite 2 étages en dessous de chez moi. Et un jour, plus rien. Disparu. Il est là, Fred? Non, il y a sa meuf en bas. Il est là? Non, il est où? Non, c'est pas. Ah, même sa meuf, elle sait pas. C'est pas. Ok, ouais, je fais quoi, moi? Ah bah, je sais pas. Puis sa meuf, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Tu vas lui demander, comment? On a un album à faire, tu viens, tu joues? Non. Donc, je me retrouve, et puis là, genre, mode sécurité. Ah ouais? Ok, j'ai appelé 2 potes de Paris. J'ai dit, venez avec un camion, j'ai tout foutu là, en pleine nuit. Je suis parti. Je savais même pas comment j'allais payer mon loyer. Et attends, ouais, petite parenthèse. Quand j'ai pris 3 francs 6 sous en Belgique, là, je me suis acheté une petite Perco, ou un BM, je sais plus, bon, bref. Mais je l'ai pris à crédit. Je l'ai revendu avec le crédit. Donc, si tu veux, je suis rouge fluo en Belgique. Tout ça pour essayer de survivre, tu vois, me dire, bon, là, il faut que je bouffe, quoi, tu vois. Donc voilà, je me suis mis dans le rouge à cause de lui, de ouf. Et je suis parti à la cloche de bois, on appelle ça, en pleine nuit, en laissant l'appart comme ça, loyer pas payé. Je suis pas fier, hein, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Si tu vas faire, je vais pas tapiner devant chez moi pour payer le loyer parce que mon assos, il s'est barré. Putain, c'est chaud. Je suis parti, j'ai fui la Belgique, donc interdit là-bas de ouf. T'as eu des explications depuis sur ce qui s'est passé? Oui, non, jamais. Plus jamais de nouvelles. Même, il avait une maîtresse, donc je l'appelle, je dis, quoi? Il me dit, no news. Les gens avec qui on bossait, tout, tu sais où il est, non? Ah bon. Le mec a disparu. Mais c'était incroyable. D'ailleurs, si tu regardes un jour la vidéo, gros, je viens me donner juste 2-3 petites explications. Je dis, bon, après, j'ai switché, ça, il y a plus de 15 ans, tu vois, mais quand même, c'était mon frère. Et depuis ce jour-là, bon, il y a eu plein d'histoires avant, mais depuis ce jour-là, j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'humain, quoi. Tu m'étonnes. Voilà. Et le mec d'avant, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Régis, je te parlais de lui, là, juste avant. Pareil, il m'a fait un coup de bluff de ouf. 2 secondes.
On fait les L5, ça fonctionne. Je me retrouve à me dire, tu sais quoi, je veux me barrer aux États-Unis. Délire de mec de 17 ans. J'ai pas encore fait... Ok. Donc on part, je prends 2-3 contacts à Universal, je vois le boss de Universal Latino à Miami, tout ça. Enfin, je prends les contacts en France pour aller voir leur représentant là-bas aux États-Unis, à Miami. Gros contact et tout, machin. Je me retrouve, au final, dans la maison de Lauryn Hill. OK ? Pour aller faire écouter des prods. Je rentre dans la maison. À droite, là, il y a DMX, Fat Joe. Donc, si tu veux, là, je suis en PLS, j'ai perdu 40 kilos, je suis comme ça, je sais plus comment je m'appelle. Et Lauryn Hill qui arrive comme ça avec son ingénieur. Salut, il parle très bien français, bonjour. Elle parle français. L'ingénieur ou Lauryn Hill ? Non, Lauryn Hill parle très bien français. Ouais. Moi, je sais pas. Enfin, très bien, non. Mais l'ingénieur, mieux qu'elle. Ouais. Mais elle parle français. Et Cliff rejoint après. Enfin bon, tu vois, moi, là, je suis... je sais plus où je suis chez les bisounours, qu'est-ce qui se passe je veux rester là, je veux que tu m'adoptes, je veux dormir là, tu vois, enfin bon. Et Régis était avec moi. Donc, moi, j'ai mes prods un peu hip-hop, urbaine et tout. Et lui, ses trucs latino parce que les trucs d'été, Pump It Up, tout ça. Donc, on fait écouter nos prods, mais on dit pas qui fait quoi. On est une entité. Je dis pas c'est ma prod, c'est ses prods. On a 2 CD, ok, mais c'est parce que, voilà, il y a 2 styles de musique. On fait écouter. La meuf, elle dit, j'aime bien ça, mais je préfère ça. Je vois le mec qui me regarde, il me fait, c'est moi. C'est pas toi. On s'en fout, c'est pas grave, mais va falloir que je me cogne moi le boulot, tu vois. Elle me dit, ok, alors tous les remixes pour l'Europe, c'est toi qui vas les faire. Parle-moi. C'est toi qui vas les faire. Et là, je dois faire un nouvel truc, machin, je sais pas quoi, tu vas me faire 3 prods. Moi, je limite, je pleure. Oui, madame, tu vois. Oui, maman, tout ce que tu veux. Ok, je rentre en France. On se dispatche le taf avec Régis. On se dit, tiens, toi, tu vas faire ça, moi, je vais faire ça, ok, pas de souci. Bon, alors, pour le déménagement, comment on fait ? Parce que moi, je vais déménager, je veux pas rester là. Je veux me barrer. Oui, mais machin, mais ceci. Ghost. Plus de nouvelles du gars. Ouais. Pareil. Moi, je commence à regarder Alliance Française, j'ai pas d'oseille, j'ai 17 ans, tu vois. Je demandais à ma rhum, ouais, tu peux pas me lâcher 5000 balles, là, que je puisse aller dormir 3 jours là, enfin, une semaine là pour démarrer. Non. Bon. Donc, je me rappelle le gars, je dis, bon, là, il va y avoir les droits d'auteur des L5, ça serait bien. Ah ouais, aussi, parenthèse, les L5, les droits d'auteur, pendant un an, je me suis assis dessus parce qu'il y a un problème de déclaration de droits SACEM. Donc, tout le monde prenait ses ronds, sauf moi, tu vois. Bref. Et je dis, bon, bah, il y a les L5 qui vont tomber, c'est pas grave, je vais attendre un peu et puis je partirai dès que j'ai les ronds, tu vois. Ok. Et lui, plus de nouvelles. Et allô. Et un jour, le gars, il appelle, il me dit, bon, bah, je suis installé à Miami. Ouais. J'ai pris tes bises et c'est comme ça. Le mec se retrouve à faire la musique du Super Bowl. Enculé. Générique de Pepsi. Enculé. Et tout ça, c'est parce que moi, j'ai déclenché les plans là-bas. C'est pas parce que... Mais c'est tous ces gens-là j'ai fait rencontrer qui ont pu lui amener ces plans-là, tu vois. Et je me retrouve, donc j'ai plus mon pote pour faire de la musique. J'ai plus de studio, puisque c'était dans son studio à lui que je bossais aussi et que je faisais des prods. Non, mais l'enfer. Donc 2 fois, mes frères, ils m'ont roulé dessus. Si tu veux, à un moment donné, après, j'ai arrivé à Fred, là, de la deuxième histoire. J'ai dit, stop, l'humain, tu me fous la paix. C'est ouf, hein. Tu me fous la paix. Ouais. Jalousie sur le deuxième. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Ouais, tu penses ? Bah, franchement, le mec, il n'est pas choisi. Il dit, bah, vas-y. Sur le premier, tu parles. Ouais, peut-être aussi. Pourtant, il a eu des grosses réussites après. Hein. Et le mec, regarde le karma. Regarde le karma. Là-bas, il s'en met plein le tarpé. Il nique son argent. Il dit les impôts, fuck, je paye pas. Ils sont venus le chercher, parce que là-bas, c'est pas ici. Ils sont venus le chercher. Ils l'ont mis dans un charter. On dit, rentre chez toi. Il est interdit de territoire 15 ans aux États-Unis. Ouais, tu vois. C'est ce qu'on disait, hein. La roue, elle tourne. Mais putain, tu vois. Ouais, je dis pas j'aurais voulu faire ça pour être ça, pas du tout. Mais je me dis, oh merde quand même. J'ai loupé 2-3 trucs là qui auraient pu être sympas. Moi, faire la musique du Super Bowl, je t'explique les sous là, ce que j'en fais derrière. Ouh là là. Ah bah non, mais c'est sûr. Ouh là là. Tu vois. Alors que lui, Dyson quoi. Voilà. Et après tout ça, du coup. Et après tout ça, il y a un revival. Rebondissement, il y a un revival de ouf. Il y a un revival. Je me retrouve à faire l'album de La Rousseau. J'ai un plan. Mais attends, c'est pas fini. Hein. Attends, mais La Rousseau, c'était à quelle époque ça ? C'était là, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a si longtemps. Putain, putain, merde. La Rousseau, ça fait un moment quand même. Non, mais c'est pas La Rousseau à l'époque de Tu m'oublieras. Là. Elle a voulu revenir après. Tu sais. La fin comme écoute, franchement, la meuf, déjà, c'est une meuf en or. Vraiment, c'est une super meuf. Et dans les voix françaises des 15 dernières années, c'était la bosse. Il n'y avait pas d'histoire. On peut se foutre de sa gueule, la meuf, elle prenait le mic, elle chantait, c'était quelque chose. Et pourtant, je ne sais plus pourquoi. Bref, je me retrouve au studio, mais c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme aussi.
Tu vois, comme quoi... Je suis avec La Rousseau, je fais des prods, je lui fais un album, je fais un feat avec elle aussi, parce qu'elle avait écouté le truc que j'avais fait, parce que tous les conneries que j'ai fait en Belgique, c'est retrouvé sur YouTube, Dailymotion. Donc elle me dit, je t'ai vu, machin, truc, viens, on fait. Bon, machin. Et son prod, il me doit 12 000 €, il me les paye pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut que tu arrives calibrer dans les studios en disant, bon, alors, le premier qui me paye pas, je lui tire dessus, tu vois. Non, bah, c'est bon. C'est pour ça que je t'ai dit, à la fin, j'en pouvais plus. J'ai même ouvert ma structure et tout derrière pour être à l'aise, parce que j'en pouvais plus, quoi. Ouais, dépendant des autres. J'en pouvais plus. Et donc, bref, je fais l'album, le mec me paye pas, nanana. Et il y a un mec qui s'appelle Joe Houston qui avait fait un titre avec très cul, machin. Bon, bref, il m'appelle, il me dit, ouais, je voudrais faire une prod, nanana. Je lui fais sa prod. Et puis, il y a une gonzesse qui m'appelle de New York, qui m'envoie un message qui me dit, ouais, voilà, de par les échos de Belgique que j'avais fait des prods pour des Américains, tout ça, il me dit, ouais, j'ai vu que tu faisais des prods. Voilà, il y a une signature de chez G-Unit Records qui s'appelle Young Gotrod, qui est un mec qui marchouille aux États-Unis, mais en Europe, ça fonctionne, tu vois. Aux Émirats, il l'appelle, il fait des concerts, c'est plein et tout, machin. Je dis, ouais, écoute, puis G-Unit, moi, rien que d'avoir un mec qui dit G-Unit sur ma prod, je suis super content, tu vois. Pour moi, c'est un goal absolu. Et je dis, OK, je le fais. Donc, je fais la prod. Il y a Joe Houston qui pose dessus. Young Gotrod, il vient des États-Unis pour poser la prod. Et puis, il s'avère que mon père, il est dans le studio d'à côté. Je sais pas, en fait. Et je croise une meuf que j'ai pas vue depuis 15 piges. Salwa, elle s'appelait. Qui me dit, ouais, je fais des prods là avec une meuf qui s'appelle, tu connais le nom. Et voilà. Et bah, il y a ton père. Je dis, mon père? Qu'est-ce qu'il fout là? J'ouvre la lourde, je vois mon père derrière la console en train de mixer, et je vois une petite Deblon là qui est en train de faire des prods et tout. J'écoute, c'est pas mal et tout. Et je dis, t'es qui? Clara Morgan. Ok, super. Et bah écoute, ouais, je veux bien. Elle me dit, ouais, on cherche des prods et tout. Je dis, ouais, je veux bien. Et moi, je suis dans ma chambre de 15 mètres carrés. Ah oui, parce qu'il y a eu le retour de Belgique après. Je suis retrouvé dans un 15 mètres carrés avec rien, tu vois, comme ça. Le chiotte là, le lit là, tu vois. Bref, c'est pas grave. Et on continue. Fait l'album, j'ai fait un titre, 2 titres, et elle me dit, tu sais quoi, en fait, reprends-moi tout l'album. Refais-moi tout l'album. C'est à quelle époque, ça? 10 ans? Il y a 10 ans, à peu près? 15. 2015? Non, il y a 15 ans. 2010? 2009, 2010? Ouais. Ok, d'accord. Putain, pour remettre un peu le... Oh, putain, c'est pas hier, putain. Ouais. Et bref, au final, ouais, reprends l'album et tout, nanana. Donc, je réalise tout l'album. Donc, il y avait des titres qui n'étaient pas à moi que je réarrange et tout, machin truc. Et voilà, je prends mes sous, je suis content, on reste potes et tout. Rien de spé, je fais des prods à côté, des petits trucs qui marchouillent, je fais le générique de... Motus? Non, c'est quoi, frère? Écoute bien, ça te parle? Tu connais ça? C'est... putain, ça... C'est bon? Téléshopping. C'est Téléshopping, ouais. Comment il s'appelle? Loïc Châtel, qui avait fait la prod. Je sais plus, bref. TF1, ils m'appellent, ils me disent, ouais, on a besoin de refaire une prod, parce que là, le truc, il a de la poussière, on lève le son. Ouais. C'est au secours, tu vois, on va refaire un truc. J'ai pas fait un tour de magie, mais je me suis dit, en droit d'auteur, c'est bon, ça, tu vois. Sauf que le mec, c'était sa compo à lui. Donc, j'ai essayé de gratter pour voir si je pouvais quand même prendre un peu de droit d'auteur aussi sur son truc. Donc, j'ai pris de la réal. Bref, c'est des histoires de points, de trucs. Mais je suis content parce que ça tourne encore aujourd'hui, tu vois. Ah ouais, j'ai fait des merdes pour Joséphine Ange Gardien aussi. J'ai fait des émissions pour comment ça s'appelle la dame qui présentait qui veut gagner des millions. J'adore cette femme. Putain. Merci Boccolini. Ouais. Il y avait une émission aussi, 2 émissions, un truc sur le genre de questionnaire il y avait 100 personnes. Je fais des trucs comme ça. Okay, je vois. Je fais des petits ronds là-dessus sur de la télé. Franchement, c'est cool, ça tourne encore. Je reçois encore de la SACEM de ça, c'est cool, tu vois. Et donc quoi. Et là, en fait, ma femme, elle me dit, qui est pas ma femme à l'époque, elle dit, ouais, on cherche un DJ et tout pour partir en tournée. Et moi, si vous voulez tourner, j'en peux plus. J'ai passé ma vie dans les trains et j'en ai pas le cul. J'ai pas envie de faire ça. Pour moi, c'est un peu régressé. Tu vois, maintenant, je suis en prod, j'ai plus envie de... Mais c'est génial à faire, hein, mais j'ai plus envie, j'ai passé ma vie à faire ça. Parce que du coup, t'as 28 ans, là. Ouais, là, j'ai 28. Exactement. Ouais. T'as la timeline. 28, ouais. Et elle dit, je cherche un DJ et tout, machin, et je suis pas chaud. Mais, je vois son agent, elle me dit, ouais, en fait, je lui dis, il faut faire quoi? Elle me dit, ouais, il faudrait faire une grosse intro et tout, avec gros mash-up, medley et tout. Et ça, en fait, ça m'éclate. De le faire en prod, ça m'éclate. De le jouer en live, ça me saoule. Mais le faire en prod, ça m'éclate. Donc, je fais un truc, mais vraiment comme ça. En 1 heure, je m'éclate, je pose mes boucles, je me dis, allez, on s'en fout, je pose. Et donc, il y a 4-5 DJ qui envoient pour être postulés pour la tournée, tu vois. Et moi, je mets ça au milieu, mais sans dire que c'est moi. Et elle me dit, bon, ça, c'est terrible, je veux lui. C'est qui a fait ça? Elle dit, bah, c'est Jay. Et donc, on se barre en tournée ensemble pendant 2 ans. Ouais. Et donc, pendant 2 ans, on est potes. Et au bout de 2 ans, après,
On est love. Tu vois, c'est comme quoi, tu rencontres toujours, enfin, dans 80% des cas, sur ton lieu de travail, hein. C'est ouf, ça. Bah ouais, allez, 2 ans avec la personne, au bout d'un moment, tu te veuilles ou pas. Voilà, quoi, tu vois. Tu te veuilles ou pas. C'est logique, c'est la personne que tu vois le plus, c'est dans tes dans mais un frérot, domaine. Comme je te disais hier, c'est toi qui vis d'une certaine manière à un instant T et ça t'apporte la résonance, tu vois. Et après, on a écumé les clubs de France. C'était incroyable. On s'est éclaté. On a fait des albums ensemble. Après, je me suis mis à la prod photo aussi, à la prod vidéo, parce que la musique, ça commençait à me casser les couilles. On a ouvert un studio à Suresnes, gros studio d'enregistrement, avec au sous-sol, studio d'enregistrement, rez-de-chaussée. On avait un studio photo, studio fond vert et tout machin, trop chouette. Trop bien ça. Et je te parle ça, il y a 10 ans. Tu vois, tout début, on startait. Il y a 10 ans, parce que maintenant, c'est. Ouais, mais il y a 10 ans, c'est. T'achetais un fond vert, tu faisais un crédit pour l'avoir. Aujourd'hui, tu achètes sur Amazon 20 balles, tu vois. Et tu fais ça en 2-2 sur ton ordi. Nous, fallait un mec, un pro After Effects pour venir faire C'est un enfer. C'est un enfer, mais on l'a fait. C'était rigolo. Et là, on produit des émissions pour Trace TV. Je me mets réalisateur TV, alors que je sais pas du tout faire ça, tu vois. Mais voilà, je me jette dans des trucs. Et toi, tu te jettes, c'est ce que j'allais poser comme question. Ce truc que tu maîtrises pas au final, mais tu y vas quand même. Ouais. En genre, un peu à la MyCord, je trouverais les trucs sur le chemin, quoi, en gros. Ouais. Ça, c'est intéressant, même pour les personnes qui vont regarder, parce que le nombre de personnes qui se lancent pas parce qu'ils se disent, j'ai pas toutes les solutions. Ouais. Mais si t'attends toutes les solutions, tu partiras jamais, tu vois. Ouais, il y a un truc qui m'a toujours fait peur, c'est pas tant avoir les solutions, c'est le temps. C'est de me dire en combien de temps on me demande de faire le truc. C'est-à-dire, si tu me dis demain, il faut être réel, je vais dire, je peux bricoler un truc. Mais ça veut pas dire que ça va être top. Par contre, si tu me dis dans 3 jours, tu es réel, là, je te dis, c'est bon, je peux le faire. Parce que quoi qu'il, je vais le déglinguer, l'appareil photo, je vais regarder comment ça fonctionne. L'espèce merde, pas le script, comment ça s'appelle? Parce qu'elle avait un truc où elle lisait, là. Prompteur. Le prompteur, pareil, il fallait que je drive le prompteur en même temps que je drive la réelle et que je drive le son. Parce que je faisais prise de son en même temps, le prompteur, et en même temps, il y avait 3 caméras, c'est des 5D à la con avec un petit travelling qui était en automatique. Mais quand même, je connaissais pas du tout. Savoir faire un point, je savais pas ce que c'était. Un diaph, je savais pas ce que c'était. Tu vois, enfin, tous ces trucs-là, en 3 jours, c'est plié. Après, des gens ont des facultés, je pense que j'en ai. J'ai un petit ratio de 139 de QI aussi qui m'aide un petit peu, je vais pas te mentir, sur des trucs. Par contre, il y a des trucs, je suis autiste, quoi. Il y a des trucs, je comprends pas. Ouais. Des trucs, ça veut pas rentrer. Par contre, il y a des trucs, ça fuse. Limite, les gens se demandent comment t'as fait, quoi. Voilà, je pense que... Mais par rapport à ce que tu disais aux gens, je pense que la motivation, rien ne doit l'arrêter. Je vois pas à quel moment, en fait, la motivation une envie, quel parasite, quel problème de vie peut t'arrêter à part la santé? Je ne vois pas. Que ça te prenne 5, 10 ans, 20 ans, je pense que c'est plus ça le problème. C'est d'intellectualiser le temps. De se dire, putain, je vais pas y arriver avant 10 jours. Ah, fais chier, donc je le fais pas. Ouais, c'est ça. Combien de gens s'arrêtent à ça? Mais de pire en pire. Avec le Covid, c'est encore pire. Ouf. Les gens, ils veulent avoir des résultats encore plus rapides. C'est ça. Ils veulent des résultats avant même de commencer. Mais bien sûr. C'est comme les mecs à la salle. C'est-à-dire que maintenant, les mômes, 20 piges, ils se chargent. Ils cherchent même plus à comprendre. Ouais. Nous, on a mis 20 piges à se construire des corps. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que je peux m'arrêter de pousser pendant 1 an. Évidemment, je vais avoir des pertes. Mais la structure, elle est là, ça bouge pas. Un mec qui charge, il va arrêter de se charger 3 semaines. Il dégonfle, merci, au revoir. Tu vois, c'est le même principe. C'est-à-dire, faut construire. Faut pas se dire, je veux le résultat maintenant, donc je me shoot, donc je me fais mal. Je bosse 15 fois plus que les autres. Non, frère. Tranquille, tu prendras le temps que tu auras à prendre. Si tu dois réussir, tu réussiras. Ça dépend pas de toi, de toute façon. Moi, je suis arrêté ça. La réussite, elle dépend pas de toi. C'est écrit déjà. De monter, descendre, machin, on bat les couilles. Si tu as une envie profonde de faire les choses, fais-les. Ouais, c'est ça. La réussite, elle arrive au bout de toutes les manières. De toute façon, le travail paie toujours. Hein. Tu vois, regarde, t'es l'exemple même. Le travail paie toujours, surtout quand t'es un passionné. Et ça, c'est un élément. C'est ça. Moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est de faire un boulot qui vous passionne. Toi, dans ton taf, bah, t'es passionné, t'as pas l'impression de bosser. Moi, c'est pareil, dans mon montage, j'ai pas l'impression de bosser. Et ça, je pense, c'est un élément clé où, déjà, quand t'as l'envie, si t'arrives ici, tu vois, nous, on fait ça, on kiffe. Moi, j'ai pas l'impression de bosser, là, tu vois, on partage et tout. Et même, c'est pareil. Et c'est vraiment ce que je souhaite aux Phoenix qui regardent la vidéo, c'est de se dire, mais putain, faites un truc que vous allez kiffer et soyez patient. Soyez patient parce que les résultats, ils vont arriver, mais il y a le chemin aussi, tu vois. Tu sais, frérot, je pense que tu as dit exactement tout ce que tout le monde devrait retenir exclusivement, c'est la passion. Si tu aimes ce que tu fais, on s'en bat les reins de combien de temps tu vas prendre. Et pardon, encore une fois, hier, on a été d'accord sans être d'accord sur un truc, mais pour moi, la réussite n'est pas une fatalité. Hein. Enfin, pas un truc en soi. On s'en fout. Parce que si toi, tu es OK avec le fait d'être numéro 2, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème d'être numéro 2 ? Pourquoi toujours être numéro 1 ? On s'en bat les reins, en fait. Profite de ta life. Moi, je me suis tué à vouloir être numéro 1. J'ai vu des gens qui sont en train de se tuer à vouloir numéro 1.
à vouloir être numéro 1. Pas de vie de famille, pas de santé, pas de... Non, mais je dis pas, c'est bien, il faut travailler, il faut bosser, il faut travailler dur. Mais comme je te disais, c'est pas comme si tu me disais à un moine de Shaolin, refais ce mouvement 1 milliard de fois pour qu'il soit parfait. C'est pas ça le truc. Là, ce que veulent les gens, c'est que le mouvement, dès la première fois, il fonctionne. Non, frère. Bosse. J'ai des facultés que tu n'as pas. Et tu as des facultés que je n'ai pas. Tu vas réussir à des endroits où moi, je vais avoir un échec. Ça veut pas dire que toi, tu es meilleur que moi. Non. Ouais, différent. Ouais, différent, c'est ça. C'est tout. Garde la différence comme un truc absolu. Comme te dire, voilà, t'as pas besoin d'être numéro 1. On veut, comme on s'est dit, on crée des business, on veut être... Voilà. Pas de concurrence, de machin, tu veux être dans le truc. Ouais, mais déjà fonctionne, déjà kiffe. Ouais. Mais écoute, toi, le fait d'être numéro 1, en fait, moi, je le vois ça en mode... C'est s'améliorer, c'est viser, tu vois, viser d'être le top pour essayer de s'en rapprocher. Tu n'as pas besoin de le viser, frérot. Quand tu démarres ton business, tu sais que tu veux être au top. Sinon, tu le fais pas. Tu le fais pas. Moi, à partir du moment où je me dis, je veux être au top, même si je suis 10e, je suis au top. Parce que je suis au top de moi, ce que je veux. Ouais, en fait, la réussite, c'est pour les gens. C'est tout, c'est pas pour toi. Ouais, c'est pour ce que les gens pensent de toi, ce que toi, tu penses que les gens pensent de toi. Non, mais c'est ça, en vrai. Bien sûr, c'est ça. Et ça, pardon, excusez-moi, je m'en fous le machin. Je m'en fous total. Mais même au début, même si je suis très honnête, je voulais réussir, mais c'était pas à tout prix. C'était pas un espèce de truc, tu vois, quand je fais le choix de pas aller en soirée à Universal et aller m'en mettre plein de tarins et tout machin, c'est un choix. Je me dis, c'est pas grave. Je serai peut-être pas numéro 1 parce que je suis pas dans le top 5 de tous ces mongolos-là, mais c'est pas grave. Toi, à 43, tu vas faire un AVC. Moi, je serai encore là à pousser 140 kilos à la salle. C'est pas une fin en soi. Tu t'as passé 140 là? Ce matin, j'ai fait 132. C'est beau quand même. 32. 130, non, 2 à 130. À 2 à 130. C'est pas. On a vu mieux. Sur le tableau, je suis à 140 x 1. Donc, c'est pas là. Ouais, c'est l'hiver. Je suis un peu. Je suis à la souple en ce moment. Je suis un peu comme ça. Je suis pas. C'est pour ça quand on parlait aussi du fait de. Du mindset, tout ça. J'aime ce principe de s'auto-motiver parce que tout le monde en ce moment, il parle c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. J'aime beaucoup ça en fait. Je préfère ça. Être discipliné sur quelque chose qu'avoir de la motivation pour le faire. Mais la motivation, c'est de la merde. Hein. La motivation, c'est ce que je t'ai dit. Tu regardes une vidéo d'un truc qui te plaît, tu vas être motivé, le lendemain, c'est mort. C'est ça. C'est détermination, discipline qui compte. Exactement. Si tu es discipliné sur ton truc, ça va. Même si, combien de fois je me suis mis devant l'ordi, pas envie de composer, frère, pas envie, mais pas du tout. 5 premières minutes, t'es en calvaire. Puis à la 6e, mais oui, mais merde. Mais comme au sport. Le nombre de fois où des fois tu vas à la salle où tu vas courir quand il fait 2 degrés, ça te fait chier, tu vois. T'as envie de mourir. Le plus dur, c'est, tu sais, quand on dit quand tu vas courir, le plus dur, c'est de mettre ses chaussures. C'est exactement ça. C'est mettre ses chaussures et après, une fois que tu y es, quoi. Merci, au revoir. Là, t'es sur le terrain, tu pousses, terminé. C'est pareil pour les gens. Là, quand ceux qui se disent, ouais, j'ai pas envie de taffer, déjà, il faut se mettre des horaires avec le Pomodoro, tu te mets des trucs. Bien sûr. Et quand t'as pas envie, bah, tu le fais quand même. Et ça, c'est la discipline. C'est ça. C'est juste ça qui compte. Je pense que c'est le seul ingrédient que tu peux rajouter à ta motivation. C'est la discipline. C'est tout. C'est tout. Le reste, c'est du pipi de chat. Ouais, vous never give up, je vais être premier, s'en bat les reins, frérot. Demain, t'as un AVC, tu finis par terre, t'es une sacoche, là. Alors quoi? T'es comment le premier, là? Tu vois? C'est tout. Ouais. Par contre, si tu pars en mode, je m'en fous, je suis 3e, 4e, mais qu'est-ce que j'ai kiffé, mon Dieu! C'est vrai que le côté kiff, on le voit, mais ça, c'est peut-être parce qu'on a dépassé les 40 ans. Ah, mais c'est sûr! Parce qu'à 20 ans, tu penses pas comme ça. C'est pour ça qu'on est là pour faire gagner du temps aux gens, pour leur dire, attendez les gars, on a une expérience de mecs qui viennent quand même du trou du cul de la terre, tu vois, en termes de... Moi, ma mère, elle n'a pas d'oseille. Je peux être élevé par ma mère, même si j'ai des gens qui étaient dans la musique. Ma mère, elle n'avait pas d'oseille à nous filer. Elle prenait 2000 balles par mois terminé avec deux enfants. Et en plus, elle veut pas nous mettre à Sarcelles. Donc, elle nous met à Maison Lafitte, tu vois, même si c'est dans un truc, bon, t'as compris. Mais quand même, elle veut mettre ses enfants comme il faut. Mais par contre, t'as pas les trucs, tiens, voilà, les Jordan, les machins, ça n'existe pas, ça. Tu vois, tu veux des pompes, tu vas te les acheter. Et ça me va très bien. Merci, maman. Vraiment pour ça, merci beaucoup. Parce que quand tu es motivé, prouve ta motivation, prouve que tu as envie, tu vois. Puis peut-être qu'on t'aidera à un moment donné, peut-être. Mais prouve ta motivation, prouve que tu as envie de faire ton truc, que tu es passionné. Et je pense qu'il n'y a que ça à retenir. 43 ans aujourd'hui, le seul truc que je retiens, c'est fais les choses par passion, c'est tout. Ne cherche pas à essayer d'être tout le temps numéro 1. Tu vas te viander, tu vas être déçu, parce que des numéros 1, il n'y en a qu'un. Et des gens qui sont derrière, il y en a des milliards. Tu vois? Donc, si ton goal dans la vie, c'est d'être que le numéro 1, tu vas être déçu toute ta vie. Ça sert à quoi de faire ça? Le but, c'est de se taper avec sa volonté, son envie de passion, tu vois? Pas de réussite, mais son envie de passion. Et la passion t'amène à ta réussite. Il n'y a pas d'histoire. Si tu es plus passionné qu'un autre, tu passeras devant lui. C'est pas parce que tu as plus de talent, c'est juste que tu as plus de passion.
et que les gens le voient, un artiste, par exemple, qui chante, des artistes aujourd'hui, je mets un coup de pied dans une poubelle devant, il y en a 50 qui sortent. Qu'est-ce qui fait que le mec, là, tu dis, lui? Parce qu'il y a une aura, il y a une passion, tu sens qu'il y a un truc. Il chante moins bien que le deuxième, hein, ou le troisième, ou le quatrième, mais celui-là, il a un truc. Il a quelque chose. L'émotion dans la voix, ou un truc comme ça. Même les yeux, l'aura, tu vois. Moi, c'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est les gens. C'est vrai que... Ouais, ça, là, on s'éloigne trop du sujet, mais ça serait intéressant d'en discuter un jour. Comment un mec devient, ou une nana devient une star et pas une star? C'est quoi les ingrédients, tu vois? Ça peut être intéressant. Si le business n'était pas dans cet état, je te dirais l'aura et le talent. Mais là, c'est pas possible. Parce qu'il y a l'aura qui émerge, oui, mais le talent, aujourd'hui, c'est pas le talent qui paye, tu vois? Surtout dans la musique, je suis désolé, mais il y en a des... Je dirais pas de nom, je citerai pas de gens parce qu'on a beaucoup d'artistes très très bons en France, mais on a beaucoup de calvaires. Je te jure, il y a des trucs, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi encore? Pourquoi c'est toi? Et je vois des fois, la prod, c'est un tel, c'est le frère de l'autre. Comme dans tous les domaines, hein. C'est dans tous les domaines, ça. C'est le mien, je le maîtrise, quoi. Et ça m'emmerde, je te jure. Et maintenant, j'ai lâché l'affaire. Tous ces trucs-là me gonflent. Bah, tiens, ça fait une très bonne transition. Donc là, parce que putain, on fait des sacrés écarts. C'est Jean-Claude Van Damme, c'est grands écarts entre deux chaises. Hein. Non, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Donc là, tu fais la tournée. Après, qu'est-ce qui se passe après la tournée là? Je t'ai dit, là, on monte une boîte de prod ensemble. On monte une boîte de prod ensemble. On crée du média, on crée des émissions télé parce qu'on Discovery Channel nous demande. Non. C'est Trace TV qui nous demande des émissions, on les crée. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je fais des génériques aussi pour Orange. Je crée des pubs pour des casques solaires. Enfin, la boîte de prod fonctionne. Donc là, on est sur une prod vraiment plus large pour le coup. Ah oui, très très large. Je suis plus du tout moi en fait. C'est nous. Ouais. C'est nous. C'est une société. C'est PCM. C'est pas moi. On vient me chercher pour certains trucs parce que je suis très fort dans la correction de voix. J'ai fait des masterclass il y avait un logiciel qui s'appelle Melodyne qui te permettait en fait de corriger les voix, qui est un peu un précurseur avant les autotunes, les conneries comme ça, qui eux plus trafiquaient la voix que la corrigeaient, qui après sont devenus des correcteurs de voix, mais à la base c'était ce truc-là et je donnais des masterclass de ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, après on monte la boutique de toys. Et ça c'est cool, ça c'est sympa. Ouais, donc là c'est le premier, on va dire. Chemin qui s'élargit un petit peu au niveau de ça. Là, pas d'IMO, pas de crypto, pas rien. Je sais que tu veux qu'on en parle. Non, on n'en parlera pas en tout cas pas sur cet épisode-là. Okay. Mais ouais, là, t'es plus dans la production. Là, c'est vraiment le lancement d'un projet qui a rien à voir, quoi, pour le coup. Qui a pas forcément... Enfin, pour moi, oui. Pour toi, je parle. Mais là, c'est pour toi. Pour la société, non, parce qu'au final, arrivent les mimes, les machins, les trucs, enfin, tous ces trucs un peu médias qui un peu coupent l'herbe sur le pied. Les gens deviennent vachement plus indépendants sur leurs médias et sur leur contenu, donc ont plus besoin de faire produisent eux-mêmes. Tu vois, il y a tout ce truc-là, en fait. C'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Bah ouais, ouf. Moi, les gens, ils venaient chez moi à la base. Tu vois, regarde, j'ai travaillé pour, à l'époque, Sean Haven, qui est aussi ça aussi. Bon, on n'en parlera pas là, on fera pas de machin. Bref. Mais j'ai eu tous les mecs de Marseille, là. Comment ils s'appellent? Marseille, quoi. Ouais, tous ces trucs-là, là. C'est qui au niveau du nom, les mecs de Marseille, les Marseillais, quoi. Non, mais l'émission, je savais qu'il y avait un truc. C'est les Marseillais. Bah ouais. Il y a que ça. Après, non, parce qu'après, moi, tu me dis ça, mais j'ai jamais regardé un épisode. Mais les Marseillais versus. Attendez, on va demander aux jeunes derrière. Les Marseillais, c'est quoi? Ah, mais ouais, mais ils sont ici, ils ratent pas les Marseillais. Ouais, il y a des crossovers avec des gens du Nord. Versus les Belges, versus les Lillois, versus les Dunkerquois. Qui sont au demeurant tous très sympas, très mignons, très gentils. Vraiment, les shootings, c'était très cool. Il y en a 2-3 avec qui, chaque fois on se voit, on est très content de se voir. Mais si tu veux, l'entité qui gère tout ça, c'est Sean Haven, c'est très compliqué. Mais je les ai eus tous en shooting. Je m'occupais en fait de faire tout leur shooting pour leur placement de produit. La boîte PCM faisait ça. C'était une usine à oseille. Je vais pas te mentir, franchement, c'était chouette. Et en plus, c'était sympa à faire. Il y avait beaucoup de déplacements, fallait aller souvent, fallait monter à Paris parce que lui, il est à cet hôtel-là, l'autre, il est là-bas, l'autre, bon, c'est pas grave. Mais au final, c'était cool à faire. Mais le dossier Sean Haven, ça a été très compliqué, à une ardoise, il a fallu, bon, bref. Mais on faisait ça aussi, et ça, c'était chouette à faire. Voilà, on a fait des petits trucs comme ça aussi qui étaient sympathiques à faire. Les pubs, je t'ai dit, on a fait Joytech aussi, on a fait une pub pour Joytech, on a fait une pub pour Orange Afrique. En prod, je parle, hein, la société qui a produit ce truc-là. Les génériques, tout ça. Et après, ouais, là, les magasins, la boutique apicale qu'on a ouvert, qui fonctionne bien, le store en ligne et le cabaret. Et là, le cabaret, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans déjà, le cabaret, là? C'est la 6e année, là. Ah ouais. On a démarré la semaine dernière, la 6e saison. Voilà.
Et demain, on joue demain, on joue vers Toulouse. Voilà. Donc, dont ma femme est la meneuse. Elle a créé cette version du nouveau cabaret. Moi, je suis là. Tout ce qui est aspect technique, j'ai automatisé tout le truc. C'est-à-dire, j'ai mis l'ingénieur du son, j'ai mis le pupitre en lumière, j'ai mis le mec au plateau. Je me suis occupé de faire en sorte que techniquement, ça fonctionne. Et après, ça déroule. Et moi, je regarde. Et toi, tu vas toujours sur les non, je vais peu maintenant. Tu laisses le tour tourner. En fait, maintenant, mon vrai job, en vrai, c'est rentier père de famille. Et ça me va. Ouais, c'est ce que j'allais dire, un peu ce que tu fais maintenant, un peu tout l'historique que tu as eu par rapport à ce que tu fais. Donc, tu arrives à 43, maintenant, c'est... Maintenant, en fait, moi, comme je t'ai dit, j'ai pas investi crypto, tout ça, j'ai pas voulu. Je sais pas, me demande pas pourquoi. Je sais que j'ai des potes, ils ont fait x2, x3, super. J'en ai un qui a fait -2, -3, -x3, -x2, tu vois, donc c'est à un moment donné, moi, j'ai tout mis résidence principale. Bam, on a acheté un petit truc, on l'a mis x3, on a mis comme il faut, et on revend x2. Au moins, tu vois, je sais où il est mon oseille, je vis dedans, tu vois, voilà. Non, c'est peut-être un truc de grand-mère, tu vois, mais ça m'a toujours rassuré de me dire, voilà, l'oseille, il est là. Et en plus, vu que, l'immobilier, c'est compliqué à faire des côtés, surtout si dans un secteur là où on est, t'as compris, c'est compliqué, normalement, c'est que ça. Donc, nous, on prend le risque de se dire, on prend des trucs un peu petits au démarrage, dans des secteurs où on sait que l'emplacement, c'est comme ça, il n'y a pas de sujet, c'est le seul risque qu'on prend. Voilà. Et après, moi, j'investis dedans, je mets de l'oseille jusqu'à ce que je me dis, voilà, là, il faut arrêter parce que quand on va revendre, on ne va pas gagner d'argent. Ouais. Et là, on vient de faire une OP, super. Franchement, on est très, très content. Je revends, je vais racheter. Et voilà. Et là, je vais faire mi-Thaïlande, mi-France. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Donc là, tu arrives 43, tu prends un peu de recul là-dessus, tu profites. Ouais. Ma femme bosse beaucoup. Moi, je suis incapable de faire ça. Je peux plus, moi. Ouais. Aujourd'hui, je peux plus. Moi, je m'occupe de ma gosse. Déjà, je suis super content parce qu'en fait, sinon, si je suis tout le temps avec ma femme, j'ai du truc à faire, il n'y a pas de sujet. J'ai plein de trucs derrière. J'ai la compta des boîtes. On a acheté un immeuble à Avenue Charles de Gaulle à Paris, tu vois, avec la société, pour avoir nos bureaux. Enfin, tu vois, j'ai mes business. Je les fais tourner, mais j'ai plus grand-chose à faire. Tout est automatisé. J'ai mon comptable, il est là. Mon CEO, il est là. Mon bras droit, il est là. Moi, il m'appelle quand il y a un problème, en fait. Tu vois, voilà. C'est bon, ça. Ouais. Comme ça, au moins, tu prends... Mais c'était mon goal de vie, ça. Vraiment, moi, je voulais pas bosser jusqu'à pas d'heure, quoi, tu vois. Non, fini. Je veux rien devoir à personne et je veux pas me tuer à la tâche. Et aujourd'hui, c'est spiritualité, bouffe, sport, rente et ciao, tu vois. Voilà. Ça, c'est ma life aujourd'hui. Et je la souhaite à tout le monde, vraiment. Et la spiritualité au milieu de ça, c'est juste incroyable. Parce que ça te fait comprendre ce qui t'est arrivé et ça t'explique le chemin en face, tu vois. Ça, c'est cool. Vas-y, en conclusion, parle-nous un petit peu de ça sur la spirit. Qu'est-ce que ça t'a apporté? À quel moment t'es tombé dedans? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un petit peu les éléments que t'as mis en place, etc., tu vois? Je suis tombé dedans parce qu'après, un jour, j'ai pris de l'AMD que j'avais jamais pris. Et j'ai pris une dose beaucoup trop forte. Un mec, il me dit, il faut prendre 0,50. Je prenais 500 mg dedans. Donc, j'ai pris 0,050. Fallait prendre. Et moi, j'ai fait 0,500. J'ai pris 10 fois ça. 10 fois la mise, ouais. Je prends une charge monstrueuse, je reste au sol, je suis pas bien. Bref. Et il y a un espèce de truc émotionnel qui a été nettoyé. Mais vraiment, physiquement, je peux encore le ressentir aujourd'hui. Tu vois, il s'est passé vraiment un truc. Et là, plein de questionnements, plein de trucs de pourquoi, de machin, de trucs. Mais pas bad, hein, tu vois, vraiment un truc de conscience. De conscience. J'ai pris des champis après, donc je vois qu'en fait, c'est les champis, mon truc. Vraiment, mais pas champis en mode psyché, en mode relaxation, tu vois. Introspection, c'est vraiment... Je pars de là, et là, je sais pas, mon mind, tu vois, commence à me poser des questions, à me dire, bon, ok, l'univers, pas l'univers, pourquoi on est là, tu vois, alors que ça, avant, je m'en battais les couilles, mais d'une violence, tu vois, et là, ça commence à arriver. Et puis un livre, Kybalion, qu'on me dit, tiens, lis ça. Et puis là, je suis scotché à mon truc, oula, il y a un problème. Là, on est en train de m'expliquer tout l'univers, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et là, 1, 2, après, je tape Jung, je tape Nietzsche, je tape des trucs, rien à voir. Et moi, un livre, laisse tomber. Le dernier livre que j'ai vu, c'était... C'était oui. Non, arrête, ça, quoi. Non, mais je sais pas, j'ai lu Da Vinci Code il y a 1500 ans à la plage en me grattant les pieds, en le lisant comme ça. Je fais des livres, c'est pas pour moi, tu vois. Même une doc d'ordinateur, je l'ouvre pas, je peux pas. Et donc, ces bouquins, machin, truc, ok. Et puis, je sais pas, on me parle de Copenhague. Une île en Thaïlande, spirit, machin. Bon, j'ai fait 2-3 retraites aussi à droite à gauche. Je suis allé voir une petite retraite avec Thierry Janssen. Puis, lui, c'est un amour, je l'aime fort. Qui est passionné d'Égypte aussi et qui a une école qui s'appelle l'école de la posture juste. Qui est un carton, c'est extraordinaire.
Vraiment, c'est extraordinaire. Ça t'explique tous les masques. En fait, c'est la même explication que Reich, si je dis pas de bêtises, qui était les 5 blessures de l'âme, en fait, qui t'explique voilà, le pourquoi du comment, les masques, tout ça. Lui, il l'explique de la manière de Reich, en fait, qui est la vraie manière d'expliquer les comportements et tout, le schizoïde, le psychopathe, tu vois, tous ces trucs-là qui sont des grands mots en soi, mais quand on te l'explique, c'est des trucs très épices, c'est pas grave, quoi, tu vois, t'es pas malade. Mais c'est des explications qui font qu'on est tous comme ça, en fait, de toutes les manières. On a tous ces masques en nous, on les active à certains moments de nos vies, ou on les désactive, c'est incroyable. En fait, tout ça résonne dans ma tête, tu vois, et pourquoi, et comment, ok, et ça, et ceci, ok, l'univers, ok, le Kybalion, les 7 principes, les vibrances, la polarité, les causes à effet. Et là, ça y est, tu mets les 2 pieds dedans, frère. Et là tu vas à Copenhague. Et là, tu es sur l'île spirituelle, la plus spirituelle qui existe sur cette terre, où tu vois que des retraites, que des gens faire du yoga, que des gens se mettre autour, faire pas des hippies. C'est des gens, ils ont nos âges, ils ont gagné leur vie, tu vois, c'est pas des va-nu-pieds, mais ils ont choisi d'être va-nu-pieds maintenant. Tu vois, ils sont plein le cul. Et ils sont là juste pour se retrouver en tant qu'humains et partager cette spiritualité, ce respect de l'autre, l'amour. L'amour. Il est où l'amour aujourd'hui? Tu vois de l'amour, toi? Nulle part. Nulle part. Tout le monde divorce. Non, mais c'est vrai, pardon. Hein, tout le monde, nous, on est des rescapés. Enfin, mais moi, je te jure, à chaque fois, je vois des gens autour de nous. Je dis, mais comment qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bails? C'est fort qu'on en parle dans un prochain truc. Quand tu veux. Parce que moi, c'est pareil, hein, ça fait 18 ans, tu vois. Toi, ça fait 15 ans. 15, 16 là, cette année. Ouais, je pense ça va être une masterclass. Comment tenir son couple. Il y aura du placement de produit, je vous le dis direct. Il y aura du placement de produit. Là, ça va être télé-shopping. Tu vas nous faire une petite je vais te refaire le télé-shopping. Voilà. Et voilà. Et la spiritualité, c'est une dinguerie. C'est des méditations tous les jours. C'est pas là en ce moment, ce qu'on parlait. La spiritualité, pour nous, dans nos tafs et dans nos vies, c'est comme ça, malheureusement. On peut pas... Tu te l'appliques, mais te l'imposer au quotidien, c'est compliqué. Enfin, te l'imposer. Devoir l'exécuter, mettre en place, c'est compliqué. Mais tant que dans ton mind, c'est carré, tu sais que c'est que des laps de temps où tu es là, tu as du mal, et tu restes un homme bon, surtout, quoi qu'il. Un homme bon. Moi, je veux être un homme bon. Quoi qu'il, je veux partir, quand on me fermera les yeux, on dira, lui, 10 sur 10, là-haut, VIP. Voilà. Boîte de nuit direct là-haut. Là-haut ou pas? Je sais même pas s'il y a de là-haut déjà. Non, mais même en dehors de ça, tu sais, ça me fait penser à un truc. La dernière fois, je pensais, comment tu sais que si t'as réussi ta vie? D'après toi. Moi, je te donnerai mon avis. C'est simple. C'est quoi, ça revient à ce qu'on se disait. T'es heureux? T'as réussi ta vie? C'est juste ça. La réussite, c'est très aléatoire dans la tête des gens. C'est pas parce que j'ai un Q8 avec une maison de 400 mètres carrés. On s'en bat les reins. J'aurais une Clio avec une maison de 60, c'est la même. Mais tu sais que moi, j'allais répondre à un autre truc. Pour moi, si t'as réussi ta vie, c'est quand... T'as un Lamborghini. Non, rien à voir. Orange. Non, les plus orange maintenant, les noirs. Et ça n'a absolument rien à voir. C'est lorsque tu vas mourir, est-ce qu'il y a des gens qui vont te regretter, qui vont penser à toi, etc. Tu vois. Pour moi, t'auras réussi ta vie. C'est vrai. Pour moi, c'est ça. C'est que une fois que ce sera fini... Est-ce qu'il y a des gens, quand toi tu seras mort, qui te diront « Ah putain, lui, il avait franchement, machin, il me manque, c'était trop bien, etc. » C'est ce que je disais là, en fait, c'est de savoir si tu pars avec les galons colonels, si tu as été un mec carré, pour toi déjà, et que les gens l'aient vu aussi. Mais je pense que plus important, parce qu'en vrai, je pense que moi, à mon enterrement, il y aura très peu de monde. À part ma famille, il n'y aura personne, je pense, honnêtement. Moi, aujourd'hui, il doit me rester, honnêtement, 2 vrais potes. Je t'incorpore dedans, évidemment, mais c'est gentil. Non, mais je veux dire, non, mais je t'incorpore dedans, mais je veux dire, moi, des amis, tu vois, aussi, 2 frères, Jimmy et Michael, qui sont mes 2 frérots. Franchement, c'est mes frères, quoi. Pareil, 45 ans et 42, lui. Je pense, voilà, il n'y aura que eux, quoi. Eux, peut-être David aussi, mon frère. C'est toi, that's all. Ouais, il n'aura plus. Non, je te jure, vraiment. Je te jure, j'ai basé tellement de gens, mais pas basé par genre, dégage, non. Juste, j'ai vu que ça servait à rien de creuser avec eux. Ouais. Mais j'ai jamais créé des fossés sur des relations. Jamais j'ai fait ça. Mais la vie, tu te rends compte que même les gens, tout doucement, ils dégagent, ils t'appellent qu'à Noël et encore après, ils t'appellent plus. Tu vois, ils t'appellent quand ta fille, elle est née. Ma fille a 9 ans maintenant, donc si tu peux me rappeler depuis elle est née. Tu aurais pu me rappeler 1 ou 2 fois, tu vois. Donc, non, franchement, c'est pas pour faire une misquine. Moi, tu sais quoi, en vrai, tant que j'ai ma femme, ma fille, et voilà, et la famille, c'est bon. Non, mais c'est sûr, c'est un autre... J'en bats les reins. Bah, du coup, ça va être un peu ça le mot de la fin.
Ça va être... Moi, j'ai une question pour toi. Ah. Imagine demain, c'est qui le pote si demain t'es en calvaire? T'en as un de pote qui vient? Un seul? Ouais, je pense que j'en ai quand même. C'est bon, t'as tout gagné dans la vie. Ouais, j'espère. Sinon, t'as tout gagné dans la vie. Si t'en as un seul sur lequel... Regarde, les deux dont je te parle, les deux qui étaient vraiment comme ça, ils m'ont chié dessus. À la fin, tu dis, bon, c'est fini, je veux plus ça. En fait, non. La spiritualité te rappelle à ça, à l'humain, à la vibration de l'un et l'autre. Mais tu peux pas... Mais moi, je te dis, c'est ton goal absolu, t'en as un seul. Ça suffit. Ouais. Un seul. Pas besoin de deux. Un seul, un vrai. Dans notre épisode, je te dirais, celui-là de l'époque, c'était mon meilleur ami avec qui je me suis embrouillé, avec qui j'ai fait des boîtes aussi. C'était lui que j'aurais appelé, tu vois. Maintenant, c'est un de ceux d'autres, tu vois. Mais comme quoi aussi... Ouais, mais en vrai, le vrai copain, il arrive à 40 berges. Le vrai ami, il arrive à 40 berges. Parce que t'as fait le tri, tu sais qu'il fait 40 berges. En step 2 de la live, je veux dire, tu vois. D'accord. T'as fait le tri, tu sais ce que tu veux et surtout, tu sais ce que tu veux pas. Ouais, c'est pas faux. Parce qu'au départ, tu sais pas ce que tu veux pas. C'est pas faux. Tu vois les trucs arriver, tu dis, ah, j'aime pas. Mais quand il revient, tu dis, ah non, j'en veux pas, je connais cette odeur de merde, j'en veux pas. Mais t'as besoin de ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir 40 ans. Ouais, franchement, honnêtement, c'est le début de la life, ça. Hein. Non, mais on a un peu de sous, on est bien, on a nos familles, elles sont posées, on peut voyager. Puis t'as l'analyse des gens aussi, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que t'as le passif, tu sais quand ça pue, tu sais quand ça sent bon. L'odeur de pisse, tu la sens à l'entrée de la porte d'entrée, tu fais. Ouais. Ah, c'est vrai, ça. Ah, c'est intéressant, ça. On en reparlera dans d'autres épisodes. Parce que là, c'était vraiment sur ta vie. Est-ce que juste avant, est-ce que tu as 2-3 conseils pour les membres qui vont regarder la vidéo? Faites-vous kiffer la vie, honnêtement. Arrêtons surtout là, on va sur des périodes, je suis pas Madame Soleil, hein, mais on va dans un truc où là, il faut revenir à du normal, tu vois, des trucs normaux. C'est-à-dire la famille, la santé, se faire kiffer. Arrêtez de vous manger la tête. Ah, je veux être premier, je veux absolument péter les stades, Non, fais-toi kiffer. Fais-toi kiffer. Si ton kiff, c'est de mettre un coup de balai dans ta rue, ça suffit. Fais ça. Ce qu'on t'a dit, qu'il fallait que tu deviennes le champion du monde des balayeurs. Non, on s'en balai rien de ce truc-là. Ça, c'est un truc qu'on t'a marketé dans ta tête, ça sert à rien. Passe ton coup de balai tranquille. Moi, ma fille, même si elle veut être peintre en bâtiment, soit peintre en bâtiment, je ne demanderai même pas l'heure. Je te jure. Tu veux être peintre en bâtiment, c'est moi qui vais t'acheter tes pinceaux. Voilà. Ah, mais ça, c'est sûr. Ah, mais combien de gens... on en reparlera, ça, sur les enfants. Ça, c'est intéressant. Ah, les enfants aussi, autant que tu veux. Avant de finir, on va faire un truc qui n'a absolument aucun sens, mais j'aime bien. Je vais te faire tourner la planète et tu vas t'arrêter et ça va te donner une destination. C'est moi qui mets le doigt ou c'est toi? Ouais, non, c'est toi qui mets le doigt. En tout bien, tout honneur. Ouais, évidemment. Ça n'a absolument aucun sens, mais on va voir un peu ce que ça donne. C'est où? Je vois pas, mon ref. Attends. Par là. Là, la Gambie. Bon, okay. Je sais pas ce que tu vas aller prendre là-bas. Désolé, tu parles en face. La Gambie. Ça va être plus gros si je puisse mettre la main. La Gambie, bon voilà, c'est ouais, bon voilà, c'est à l'ouest de l'Afrique. Bon bah c'est vrai que la Gambie, c'est la première fois qu'on tombe sur la Gambie, mais bon, voilà. Ouais, bah écoute, voilà. Désolé, ça n'a aucun sens de toute façon. Tu comptais m'offrir un billet d'avion pour aller là-bas? Bon, tu peux aller en Gambie, hein, ça se trouve, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Ouais, je sais pas, on n'est pas emballé de ouf. Là, enfin, on est tombé sur des trucs. Non, le projet a pas les roufs. Bon, ouais, en tout cas, c'était vraiment cool. Mettez en commentaire si vous avez des questions. Et mettez en commentaire si vous voulez qu'on revoie Jay dans d'autres épisodes où on va parler plus d'actualité, de choses sur la vie de couple, la retraite, parce que là, on va pas être d'accord sur d'autres éléments. Et ça va être intéressant. Je compte sur vous et on se retrouve bientôt. En tout cas, merci, c'était un vrai plaisir. Grand plaisir partagé. À plus tard. Ciao.